le marché aux fleurs. Si l'amour pose des problèmes aux hommes et aux femmes, il en pose aussi aux plantes. Entendons-nous. Il y a des plantes mâles et des plantes femelles, et bien plus encore, dans 80% des cas, des plantes hermaphrodites. Mais il n'y a pas de comportement sexuel de l'individu tout entier. Les plantes n'ayant pas de cerveau, elles ne s'aiment pas. Ce sont leurs cellules sexuelles qui s'aiment. Pas de fantasmes, pas de problème de couple, pas de tabou sexuel chez les plantes. Mais il reste qu'elles ont le même besoin que nous de se reproduire. C'est ce qui leur fait dépenser des trésors d'imagination. Il faut de temps en temps se souvenir que lorsqu'on offre une fleur, on offre l'appareil sexuel d'un individu végétal. Huit fois sur 10, il présente donc, très rapprochés, des organes mâles et des organes femelles. Ce qui ne simplifie pas les choses, bien au contraire. Les organes mâles d'une fleur, ce sont les étamines. À leurs extrémités, ces petits renflements jaunes, ce sont les anthères, chargés de pollen. Quant à l'organe femelle, c'est le pistil, formé de vers. Le pollen est reçu sur une antenne qui surmonte les ovaires, c'est le stigmate. Il est souvent brandi au bout d'un petit mât qu'on appelle le style. On croit communément, parce que les plantes ne sont pas douées de la locomotion, qu'elles sont immobiles, et que les fleurs en amour sont totalement passives, attendant bêtement que l'insecte fasse tout. C'est totalement faux. Les fleurs ont admis un principe. Aide-toi, l'insecte t'aidera. Et leurs organes sexuels ne sont pas du tout immobiles. Dans certains cas, ils sont même capables, au contact de l'insecte, de réagir d'une façon visible à l'œil nu. L'hélianthème des Apennins est une fleur commune des jardins. Ces organes mâles, qui doivent donc livrer leur pollen à l'insecte, réagissent dès que celui-ci les touche. À peine effleurée, une étamine s'écarte vers l'extérieur. La zone sensible est située à la base des étamines, juste là où la patte d'un insecte peut se poser. Il faut un bon quart d'heure avant que l'étamine touchée retrouve sa position normale. Dans le cas de l'hélianthème, seule l'étamine touchée s'écarte. Les autres ne bougent pas. Ce que l'on constate, c'est que le bourdon ou l'abeille, en piétinant la fleur, déclenche contre son ventre une série de balayages de pollen. Il y a mieux. Le Sparmania, originaire d'Afrique, est doté lui aussi d'étamines sensibles. Mais il suffit cette fois que la patte d'un insecte touche une seule étamine pour qu'aussitôt toutes les autres s'écartent, pour balayer d'un seul coup le ventre poilu du bourdon.
Mais il ne faudrait pas croire qu'en amour, chez les fleurs, les décisions soient du côté des mâles. Bien au contraire. Apparemment, c'est l'élément mâle, à savoir le grain de pollen, qui a eu l'initiative. Si c'est un pollen abonné au vent, il a pu franchir des montagnes, et même des mers, pour arriver sur un stigmate femelle. En fait, pas du tout. Il faut bien le dire, cette cellule mâle, emmenée par un insecte ou par le vent, a voyagé comme un vulgaire paquet, sans manifester la moindre velléité sexuelle apparente. Non seulement ce candidat à la paternité n'avait pas la moindre idée de sa destination, mais il a dormi tout le long du voyage. Des millions de ses congénères se sont perdus dans les cailloux, dans la mer ou ailleurs, sans avoir compris. Et lui-même ne comprend pas immédiatement ce qui lui arrive quand enfin il atterrit au bon endroit. Ici, par exemple, sur un chaton femelle de noisetier, qui a donc besoin d'être fécondé pour accoucher d'une noisette. Jusqu'au moment, nous y voilà, où du tréfonds des ovaires de cette femelle, qui vient de l'accueillir, lui parvient un signal. C'est une hormone femelle qui l'imprègne et qui, enfin, le révèle à sa condition mâle. Alors, et alors seulement, ce pollen, jusqu'alors frappé de timidité congénitale, se découvre des ardeurs. Le voici qui produit un tube, qui s'allonge, qui va pénétrer l'ovaire, parvenir jusqu'à l'ovule et y féconder la cellule femelle qui lui en a donné l'ordre. La sexualité mâle est donc ici entièrement sous la dépendance de la sexualité femelle. Voici un document soviétique montrant le phénomène en réel, filmé au microscope et en accéléré. Un grain de pollen, sur ordre de l'organe femelle, où il vient de se poser, produit son tube. À l'intérieur de celui-ci, on suit la progression du gamète mâle, le spermatozoïde, qui est ainsi conduit jusqu'à l'ovule. Quant à l'ardeur du pollen à émettre son tube, elle est très variable. Celui des conifères, par exemple, est jusqu'à 2000 fois moins prompt à l'amour que celui des plantes à fleurs. Et voici, pourquoi pas chez les plantes, le pollen transsexuel. C'est celui des jacinthes qu'on force l'hiver. Il lui arrive de changer de sexe en route et de donner une cellule femelle, parfaitement fécondable. Certaines plantes sont capables d'avoir des enfants sans le secours de la semence mâle. Ainsi, les bananes, les ananas forment des fruits sans l'intervention de pollen, grâce à des phénomènes hormonaux naturels ou provoqués par l'homme. Voilà pourquoi vous n'y trouverez pas de pépins. Et ceci nous ramène à la règle générale du monde végétal, qui est bel et bien le matriarcat. C'est la femelle qui domine. Observez sous les arbres au printemps. Chez les plantes, comme chez bon nombre d'animaux, dès la fécondation accomplie, le mâle disparaît. Les étamines fanent, les chatons mâles tombent des saules, des peupliers, des noisetiers. C'est la grande débâcle des mâles devenus inutiles. La fleur s'est servie du pollen pour se faire un bébé. Un point, c'est tout. Elle l'élève toute seule. Mieux encore, vous pensez bien que le service postal du vent livre aveuglément n'importe quel pollen sur n'importe quel stigmate, y compris des pollens de plantes étrangères à la fleur. Un pollen de bouleau peut très bien arriver sur le stigmate femelle d'une tulipe qui n'en a que faire et y côtoyer un pollen de noisetier, lequel a déjà été bousculé par 2 pollens de saule et un pollen de bouton d'or, amené lui par un insecte d'ailleurs. Eh bien, dans ce cas, l'ovule de la tulipe ne se dérangera pas. Il laissera mourir ces étrangers. L'ovule d'une fleur ne stimule, par une hormone femelle, que le pollen qui a le mot de passe génétique, la serrure ne reconnaissant que sa clé. Mais si plusieurs grains de pollen de son espèce, qui sont donc des maris possibles, arrivent en même temps sur le stigmate, lequel va atteindre le premier la cellule femelle dans l'ovaire? Eh bien, comme aux courses de chevaux, on ne connaît le gagnant qu'à la dernière minute. Mais on a constaté que c'est la cellule femelle qui décide. En fait, elle stimule par des hormones le tube pollinique dont le code génétique lui paraît le meilleur. Autrement dit, elle choisit le père de son enfant. Mais voici des images très impressionnantes. L'organe femelle de cette fleur, le Mimulus cardinalis,
réagit visiblement au toucher. Comme si la fleur pensait « On touche mon organe femelle, donc c'est un insecte, il amène du pollen, je l'avale. » Et son organe femelle ne se rouvre pas avant 15 minutes. Ce n'est pas tout. Si l'on dépose sur le stigmate de cet autre mimulus du pollen d'une fleur qui lui est étrangère, il se referme mais cette fois se rouvre aussitôt. Pollen étranger, refusé, comme un distributeur qui refuse une mauvaise carte de crédit. Maintenant, voici du pollen venant d'un autre mimulus, que la fleur veut. Cette fois, son stigmate reste fermé pendant un quart d'heure. La fleur a reconnu le pollen de son espèce. Et regardez bien maintenant ce qui va se passer avec l'organe femelle de ce proboscidé. D'abord, on lui offre du bon pollen. Réaction normale de l'organe femelle qui le digère, pourrait-on dire, entre guillemets, pendant un quart d'heure. Et puis, vous allez voir la protestation, en quelque sorte, de cet organe femelle touché avec les organes mâles d'une fleur qui n'est pas de son espèce. Mais malheureusement, très souvent, à cause de l'incertitude du vent, ou parce que l'insecte n'est pas venu, la fleur attend le grain de pollen en vain. Dans ce cas, elle va rester célibataire. Tout le monde ne pouvant pas se passer de mâle, comme l'ananas ou la banane, à moins que la fleur, se disant qu'après tout, elle est hermaphrodite, se décide, faute de mieux, à se féconder elle-même. C'est ce que fait la nigelle. Cette fleur ornementale, abondamment cultivée dans les jardins, est visiblement conçue pour la fécondation indirecte, par insectes interposés. Voyez la preuve, les parties terminales de son pistil, réceptrices du pollen, sont situées très au-dessus des étamines. Son pollen ne peut donc pas tomber sur son propre pistil. La nigelle commence donc par attendre un pollen venu d'une autre nigelle, parce que les croisements, c'est toujours mieux. Mais rien ne vient. Alors, elle se résigne. Les organes femelles finissent par aller chercher le pollen de ses propres étamines. Voici donc une plante qui, en quelque sorte, fait l'amour en organisant le contact physique entre les sexes comme le font les animaux. En cas de nécessité, la tulipe en fait autant. Mais à l'inverse, ce sont les étamines qui viennent toucher l'organe femelle de la fleur et y déposer son propre pollen. Quant au pissenlit, voici ce qu'il fait. Un pissenlit, c'est une composée, donc une réunion de petites fleurs tubulaires. Eh bien, sur chaque fleur tubulaire, le pollen est sur la tige et la partie femelle est en haut, sur le dessus de ces sortes de petits Y. Et vous voyez, plutôt que de rester célibataires, les petites fleurs du pissenlit font se recourber leurs organes femelles pour aller chercher, tant pis, leur propre semence mâle. Personne ne s'occupe de moi? Bon, alors... Mais alors, direz-vous, l'hermaphrodisme, au fond, c'est le rêve. Pourquoi toutes les fleurs n'en font-elles pas autant? Eh bien, parce que c'est pire que l'inceste. C'est le mariage avec soi-même, avec tous les risques de la consanguinité. Et la nature n'y tient pas du tout. Elle fait tout pour l'éviter. Mais
Mais au fait, pourquoi les plantes n'ont-elles pas choisi, comme les animaux, le moyen le plus sûr pour avoir des croisements? La séparation des sexes. C'est curieux, pourtant, 10% des plantes ont choisi cette voie animale. Ainsi, les saules. Monsieur d'un côté, Madame de l'autre. Les peupliers. L'if. Le dattier, etc. Mais ces plantes n'ont pas été suivies par la majorité. Elles restent parmi les plus primitives. Après elles, la nature a préféré organiser la promiscuité des sexes mâles et femelles sur la même fleur. Et quel problème! Car la logique voudrait que ces organes se fécondent entre eux. Mais la génétique ne veut pas, car cela donnerait des graines dégénérées. Alors, pour éviter l'autofécondation, tous les coups sont permis. L'astuce employée par l'iris sauvage est d'une simplicité et d'une efficacité merveilleuse. Il attire l'insecte par son parfum très fort et le guide vers son nectar grâce à des lignes directrices d'atterrissage bleu-violet. Et regardez bien, l'organe femelle de la fleur est disposé sur le passage de l'insecte et sa partie fécondable est sur le dessus. Mais là où est l'astuce, c'est que le bord est souple, un peu recourbé, de sorte que si l'abeille en entrant a du pollen sur le dos, elle en imprègne forcément le stigmate et féconde l'iris. Mais quand l'abeille ressort, chargée cette fois du propre pollen de l'iris, le système ne fonctionne plus, dans l'autre sens. Elle ne peut pas féconder l'iris avec lui-même. Quant aux étamines de l'iris qui ont déposé du pollen sur l'abeille, elles sont à l'intérieur, sous le pétale. Mais voici ce à quoi il fallait penser pour éviter l'autofécondation. Séparer les sexes dans le temps. Vous allez voir maintenant, grâce à l'utilisation de l'accéléré, comment des fleurs se débrouillent pour éviter que leurs étamines ne fécondent leur propre pistil. En effet, ces organes mâles que sont les étamines et ces organes femelles que sont les pistils sont si rapprochés sur les fleurs hermaphrodites que l'insecte, en venant piétiner le tout, ne manquerait pas de provoquer une autofécondation. Pour éviter ça, le truc consiste, pour beaucoup de fleurs, à sortir soit les filles d'abord, les garçons plus tard, soit le contraire. Les images que vous voyez montrent en quelques secondes ce qui se passe généralement en 24 ou 48 heures. Cette fleur a choisi de faire sortir d'abord son organe femelle. Et puis, le lendemain, ses étamines, chargées de pollen. Maintenant, l'inverse, les garçons d'abord. Un érémurus, l'organe femelle, pas encore fécondable, se courbe vers l'arrière pendant que les mâles se redressent et que le pollen mûrit. Le lendemain seulement, c'est le tour de l'organe femelle. Il se place en position de pollinisation. Le cageophora. Premier jour. Les mâles se rassemblent pour présenter leur pollen à l'insecte. Deuxième jour. Disciplinés, ils s'écartent pour laisser surgir l'organe femelle. L'accélération du cinéma permet d'assister, dans la fleur de Ruta, à un curieux ballet des étamines. On dirait qu'elles jouent aux quilles. Elles se dressent chacune à leur tour, se heurtent en libérant leurs semences mâles, puis s'écartent. Alors apparaît l'organe femelle, en même temps que le nectar brillant, sucré, qui attire les insectes. Tout ceci dure en réalité 4 jours.
Voici le résultat avec l'insecte. Période mâle des 2 premiers jours, l'abeille tourne autour de la fleur, suce le nectar, accroche le pollen des étamines. Période femelle des 2 derniers jours, l'abeille ne trouve plus que l'organe femelle de la fleur. Elle ne peut que le féconder avec du pollen étranger. Finalement, de tout cela, on retire une impression de grande indécision. D'une part, la nature fait une règle générale de l'hermaphrodisme, en rapprochant dans la fleur les organes des 2 sexes, et en même temps, elle s'ingénie à éviter l'issue normale de cette stratégie, la fécondation de la fleur par elle-même, qu'elle semble condamner, mais sans l'interdire strictement. Que deviendrait la fleur, en effet, sans cet ultime recours? Dès lors qu'elle est immobile, elle serait impitoyablement condamnée au célibat. La promiscuité des sexes, qui est de règle chez les fleurs, compense donc l'inaptitude à voyager à la rencontre d'un partenaire. La nature n'a pas fait, pour les plantes, le choix clair qu'elle a fait pour les animaux supérieurs et les humains. Les sexes y sont portés par des individus différents. Ce qui n'est pas forcément beaucoup mieux, car cela oblige les 10 individus à dépenser une énergie considérable pour trouver leur moitié afin de reconstituer l'unité perdue. C'est une caractéristique du monde des fleurs que d'explorer tous les chemins possibles de la sexualité. Finalement, même sans cerveau, sans fantasme, sans tabou, le monde des plantes a au moins autant de problèmes sexuels que celui des hommes.